que veulent les femmes, c'est le titre de cette première table ronde. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est très agréable de voir qu'il y a des femmes, mais aussi des hommes. On a trop souvent ces débats dans des sphères très très féminines. Pour aller assez vite, il est évident que la CFDT, avec les autres organisations syndicales, est très impliquée dans la défense des droits économiques et sociaux des femmes, dans l'entreprise, mais pas uniquement. Dans l'entreprise, nous nous battons aujourd'hui pour que les grands thèmes de la négociation collective, au-delà des négociations spécifiques, prennent en compte la question des femmes, pour que notamment on puisse atteindre des résultats en matière d'égalité salariale et en matière de précarité professionnelle, ce qui est un aspect extrêmement important, mais aussi sur la question du plafond de verre. Alors, vous dire aussi que demain, on ouvre une négociation qu'il est temps d'ouvrir, puisque ça fait un moment qu'on a promis qu'on allait l'ouvrir, qui est sur la qualité de vie au travail en articulation avec la question de la conciliation des temps, et que pour nous, c'est extrêmement important parce que ça touche au partage des tâches, ça touche à la façon dont la femme est perçue dans la société, et donc ça peut amener des améliorations aussi sur la place de la femme dans sa place dans l'entreprise et en matière d'indépendance économique. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que combattre les droits économiques et sociaux, ce n'est pas suffisant, puisque on a des tas de lois en France, on a des lois qui nous viennent de l'Union européenne, on négocie dans les entreprises. Ceci étant, ce 8 mars est beaucoup placé sous la question de la parité, qui est un sujet sur lequel on avance très peu en France. Et cette parité, ce combat pour la parité, il doit être aussi bien dans l'entreprise que dans les endroits politiques et dans la société civile. Et là, on a vraiment une grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes sur le marché du travail, de façon extrêmement conséquente, parce qu'elles sont loin d'être peu. On est aujourd'hui à quasiment 50%, 48% des femmes sur le marché du travail. Or, dans les conseils d'administration, une loi a dû être mise en place parce qu'il y avait une grande différence de la présence des femmes dans les lieux de décision. Dans la fonction publique, ça vient de suivre. Nous nous battons pour que dans les négociations, dans toutes les instances de discussion, les femmes puissent être représentées également dans les organisations syndicales et dans les délégations syndicales aussi. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question de l'effectivité qui a été abordée tout à l'heure, c'est à la fois défendre des droits économiques et sociaux, mais c'est en même temps que dans les lieux où ces droits économiques et sociaux vont trouver leur effectivité, dans l'entreprise, en politique, dans la société civile, la question de la parité soit reposée et de façon extrêmement volontariste. Et donc, il faut que les politiques s'engagent fortement sur ces questions, les syndicalistes aussi, et moi j'en appelle donc à ce que, à un moment, c'est bien de se battre pour les droits, c'est bien de la symbolique, c'est bien les grandes phrases, mais il faut au concret qu'on puisse avancer dans la place des femmes au poste de responsabilité, au poste de décision. Donc moi, c'est un peu le grand message que j'ai envie de lancer, parce que c'est que de cette façon-là, même dans les entreprises, qu'on pourra discuter des problématiques de précarité, des problématiques de conciliation, quand on pourra avoir ce débat mixte qu'on va, je crois, avoir ce soir avec votre présence dans la salle. Voilà. Merci beaucoup. Sophie de Menton, présidente d'Éthique. Vous nous parlez plutôt de la relation des femmes aussi dans l'entreprise et des dirigeantes. Oui, absolument. D'abord, je voulais féliciter Olivia et c'est vrai qu'on a souvent des discussions animées parce que quand je vous écoute, j'ai une immense admiration pour les femmes qui sont là et qui agissent vraiment dans un environnement qui leur est hostile, très souvent. Et je dois vous dire que je suis privilégiée. Je suis privilégiée parce que je suis présidente d'un mouvement patronal, parce que je remercie aussi les hommes, parce qu'ils m'ont portée là, et je n'ai pas eu d'hostilité, je n'ai pas eu à faire face au machisme, il faut le dire. J'ai été plutôt encouragée, j'ai été élue à la tête d'Éthique par 100% d'hommes. Et parfois, mes ennemis ont pu être des femmes, il faut le dire. Donc, en revanche, je pense qu'il n'y a pas les femmes en général, il y a des catégories de femmes. Je crois qu'il y a des femmes qui ont des difficultés terribles dans leur univers professionnel. Et elles ont en particulier de vraies difficultés, et c'est là que je peux me battre, au niveau des grandes entreprises qui, logiquement, devraient être beaucoup plus ouvertes. Ce que je vois, moi, ce sont des femmes entrepreneurs qui montent leur boîte. Et ce qui m'a beaucoup impressionnée, et ce qui me fascine, et c'est quelque chose d'important, c'est qu'elles montent leur boîte par conviction évidemment entrepreneuriale, mais majoritairement
pour concilier leur vie de femme et leur vie professionnelle. Et dans énormément de créations d'entreprises, c'est le cas aujourd'hui. Je pense que c'est à saluer, je pense que c'est courageux. Et en fait, elles font ça pour gérer et avoir tout leur métier de femme en même temps. Elles créent leur boîte pour pouvoir prendre du temps quand elles le veulent, éventuellement pour leurs enfants. Et elles se développent comme ça. Et je pense que c'est un phénomène qu'on ne prend pas assez en considération et qui est intéressant. Et donc, elles ont des priorités qui sont multiples. Je pense que c'est la richesse des femmes. Lorsque vous demandez à une femme entrepreneur, et j'en ai beaucoup au sein de notre mouvement, de se présenter, il y en a, je dirais qu'il y en a 70% qui commencent en disant « j'ai 2 enfants ». Jamais un homme ne se présentera en parlant de ses enfants d'abord. Donc j'aime bien l'idée que les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. J'aime bien l'idée qu'elles mettent plusieurs priorités en même temps. Et je pense qu'il y a là aussi un travail personnel à faire. Et ça, c'est mon message, qui est peut-être un peu différent des autres, mais je crois que nous avons beaucoup à gagner en étant extrêmement solidaires les unes avec les autres. Et je pense que dans les grands groupes et dans les grandes entreprises, ce n'est pas forcément toujours le cas. Je pense que nous avons intérêt à mettre en place cette solidarité que les hommes mettent en place. Ils ont des clubs, ils se cooptent, ils se soutiennent. Nous ne le faisons pas. Et ça, je peux vous dire que j'ai plutôt été aidée, encore une fois, par des hommes. Donc je pense que si j'avais une proposition, ce n'est certainement pas une loi de plus, parce qu'en plus, les lois, j'aimerais bien qu'on les respecte. En particulier, nous sortons à Éthique un observatoire par Capitalcom aujourd'hui qui dit que ça ne progresse pas dans les conseils d'administration. Et ce sont les mêmes femmes qui se cooptent et qui ont les postes aussi, il faut le dire. Donc il y a un véritable effort à faire qui va au-delà de la loi. Et si j'avais juste comme ça, entre nous, un souhait, je dirais que dans n'importe quelle entreprise, les femmes devraient finalement se retrouver et instaurer une forme de comité, de club, uniquement dans l'objectif de faire progresser les autres femmes dans l'entreprise. Et je pense que ce serait terriblement constructif. Là, vous parlez de réseau. Je parle de réseau, bien sûr. Au siècle des réseaux, nous n'avons pas cette capacité, ou nous n'avons pas ce goût aussi, parce qu'on a autre chose à faire peut-être, des clubs et des réseaux que les hommes mettent en place avec cette façon de se promouvoir. Donc j'ai envie de dire que la balle est aussi un peu dans notre camp. On garde le mot, alors, solidarité entre femmes. Je voudrais tout de suite donner la parole, alors, cette fois pour une autre problématique, c'est à Lydia Guérousse, si vous en êtes d'accord, Lydia. Vous êtes présidente du Futur au féminin, et là, vous allez nous parler plutôt de la représentation donc, des femmes en politique et des inégalités salariales. Très bien. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Olivia Catan et Fadela Mehal qui m'ont invitée et qui me permettent d'intervenir sur les inégalités salariales et la parité en politique, qui sont 2 sujets fondamentaux. En guise de propos préliminaires, ce que je voudrais dire afin de poser le débat, c'est que si l'égalité en politique et l'égalité salariale ont fortement progressé, enfin fortement dans une certaine mesure progressé en France, les résultats ne sont toujours pas à la hauteur de nos espérances et de nos efforts. Donc, je vais rappeler quelques chiffres. Je pense que vous les connaissez tous. On les répète sans arrêt, mais ils évoluent très lentement. 18,9% de femmes à l'Assemblée nationale, à peu près 22,3% de femmes au Sénat, et toujours 20% d'inégalités salariales, donc des inégalités salariales qui persistent et qui restent inexpliquées. Le combat pour la parité reste donc un combat à mener, c'est un combat d'actualité, ce n'est pas quelque chose de démodé. Toutefois, je pense qu'il faut, et je rejoins ainsi Sophie de Menton, je pense qu'il faut éviter la victimisation des femmes et il faut également éviter une forme de stigmatisation des hommes pour arriver à cette révolution culturelle que constitue la parité. Je voulais simplement donc dire qu'il fallait éviter, à mon sens, la victimisation des femmes. Je pense que ça n'apporte pas à notre combat, ça n'apporte pas aux femmes, ça ne leur permet pas d'oser, ça ne pousse pas à entreprendre et ça
et ça entretient les clichés et les stéréotypes. Donc ne faisons surtout pas du féminisme un nouveau populisme et ne politisons pas trop ces débats. Je pense qu'il faut avoir une approche pragmatique, c'est ce qu'on essaye de faire tout aujourd'hui en apportant des solutions concrètes aux problèmes que l'on soulève. Il faut aussi une approche républicaine, c'est la manière la plus pérenne de traiter ces sujets et c'est la raison pour laquelle dans mon livre blanc que l'on a remis en 2012, nous avons apporté des solutions très concrètes, réalisables pour chacune des thématiques que nous avons traitées. Et ici, on me demande de m'exprimer sur les inégalités salariales et sur la parité en politique. Donc, je vais vous exposer mes propositions sur ces domaines. Rapidement. Donc, moi, je ne suis pas très favorable à l'idée de parité parce que, à mon sens, c'est de la discrimination positive et j'aime pas trop la discrimination positive. C'est pas quelque chose qui me parle. Néanmoins, on est obligé quand même de constater que pour faire avancer la représentation des femmes en politique, on est obligé de passer par cette parité et au moins de manière temporaire pour pouvoir avoir des femmes plus représentées dans les instances au niveau national et au niveau local. Donc ce que l'on propose avec Futur au féminin, alors en plus de la limitation du nombre de mandats et du non-cumul des mandats, il serait temps que ce soit appliqué, on en parle beaucoup mais on l'attend, c'est surtout de mettre un âge limite d'accès au mandat. Donc on pense que l'âge de 67 ans serait un âge idéal. Je crois qu'Arnaud Montebourg avait aussi apporté cette proposition. Et cela permettrait aussi un renouvellement des générations qui est également attendu en politique. Et ce renouvellement des générations doit d'abord privilégier les femmes. Donc un renouvellement des générations au féminin grâce aussi à cette limitation de l'âge d'accès au mandat. La retraite pour les politiques aussi. Concernant les inégalités salariales, je pense qu'il y a énormément de lois qui ont été mises en place et qu'elles subsistent toujours, ces inégalités salariales. Donc, je pense qu'il faut agir en amont sur d'abord l'orientation des jeunes femmes. Il faut aussi s'orienter vers des filières où il y a une vraie demande, vers des filières où il y a une vraie spécialisation et ne pas s'orienter vers la communication ou le marketing qui sont quand même des secteurs où on paye très mal, où il y a énormément de monde et où les salaires du coup sont tirés vers le bas. Donc ma proposition, ça serait d'afficher dans les entreprises un principe de transparence, les salaires, la part fixe des salaires, mettre en place l'affichage public d'une grille comme dans la fonction publique dans toutes les entreprises pour la part fixe des salaires. Cela est possible pour 5 millions de fonctionnaires. Je pense que ça peut être possible dans les entreprises et dans le secteur privé. Donc voilà, un principe de transparence pour parvenir à un véritable résultat. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a retenu aussi le renouvellement des générations. Mais on était effectivement, je suis tout à fait d'accord, la victimisation, il ne faut pas jouer ça. Mais j'ai quand même été un peu choquée. Je ne donne pas ma place de femme en France contre une place de femme en Arabie Saoudite. Non, mais c'est Arnaud Montebourg qui a dit ça. Pardon. Ah oui, mais moi je parle... Voilà, mais je sais bien. Moi j'évoquais sa proposition sur la limitation d'âge pour accéder au mandat. Parfois il faut des propositions qui sont... Qui force les choses et je pense que pour parvenir au renouvellement, il faut forcer les choses. Il y a des sénateurs qui ont été élus, enfin il y en a un en particulier auquel je pense, qui a quand même plus de 80 ans aujourd'hui. Certains sont au Parlement depuis plus de 40 ans. Je ne pense pas que ce soit très sain pour la démocratie française et il va falloir les pousser en quelque sorte à la porte pour qu'une nouvelle génération émerge. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais donner la parole à Anne, qui l'attend depuis un certain temps, Anne Boring. Je vous la présente, elle est vice-présidente de Parole de Femmes, et elle va nous parler davantage d'homoparentalité, si vous le voulez bien. Oui, bonsoir. Donc, je suis Anne Boring et je m'occupe de tous les sujets liés à l'homosexualité au sein de Parole de Femmes. Donc, c'est vrai que ce soir, je vais vous parler particulièrement d'homoparentalité. Je vais commencer juste par un constat qui part en fait d'une étude qui a été diffusée au mois de décembre et qui a estimé quelque part l'étendue de la population homosexuelle en France. Et on peut estimer que 6,5-7% de la population française
est homosexuel. Donc c'est quand même un sujet qui touche beaucoup de gens, et notamment beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes lesbiennes. On a des centaines de milliers de couples de femmes en France, et dont un certain nombre élèvent des enfants. Et aujourd'hui, malheureusement, on a eu certaines promesses qui ont été faites en 2007, et ces promesses n'ont pas été tenues. Ce qui fait que les familles homoparentales, d'ailleurs que ce soit des familles où on a des enfants qui sont élevés et éduqués par deux femmes ou par deux hommes en l'occurrence, ces familles-là ne sont aujourd'hui pas protégées par le droit français. Je pars aussi d'un deuxième constat qui est celui de l'évolution des législations dans les pays étrangers. Donc c'est vrai que la France a été vraiment un pays précurseur avec le Pacs. On a vu justement que finalement ça a été très bien accepté par la population française, d'ailleurs à un tel point qu'aujourd'hui près de 90% des Pacs sont conclus en fait entre des couples hétérosexuels et non pas des couples homosexuels. Et entre-temps, donc depuis 1999, il s'est passé beaucoup de choses à l'étranger. Nous avons 10 pays maintenant qui ont ouvert le mariage aux personnes de même sexe. Donc je dis bien ouverture du mariage aux couples de même sexe et non pas ouverture ou légalisation du mariage gay, puisqu'en fait ce qu'on demande, ce ne sont pas des droits nouveaux, on ne demande pas la création d'un contrat spécial pour nous, bien au contraire, ce que l'on voudrait, c'est justement à bénéficier des mêmes droits que l'ensemble de la population française. Concernant les enfants, donc c'est vrai qu'on nous dit souvent que voilà, il faudrait surtout pas permettre aux homosexuels d'adopter des enfants parce que vont devenir ces pauvres enfants? Eh bien, heureusement, justement, des centaines, et là je dis vraiment des centaines d'études ont été menées à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, dans des pays où justement on n'a pas peur de mener ce genre d'études. Et toutes ces études, sont parfaitement unanimes sur le fait que les enfants qui sont élevés par des personnes du même sexe s'en sortent tout aussi bien que les enfants qui sont élevés dans un schéma qu'on va appeler plus classique, donc avec un père et une mère. Voilà, donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande très clairement, et au final, la population française est assez avant-gardiste et finalement va plus loin que malheureusement une grande partie de la classe politique, puisque hier aujourd'hui, justement, un sondage a montré que pour la première fois, une majorité de Français est favorable à l'adoption. Donc on a maintenant plus de 60% qui est favorable à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. 51% des Français maintenant disent justement qu'ils sont favorables à l'adoption. Et évidemment, si on va vers plus d'égalité des droits, nous on espère aussi que ça va permettre de réduire les violences dont les homosexuels sont toujours victimes malheureusement aujourd'hui et va permettre justement d'avoir une meilleure sécurité. On peut espérer que justement, enfin, en 2012, on va bénéficier de l'égalité des droits. Merci. Merci beaucoup. Merci Anne Boring. On termine cette première table ronde en compagnie de Stéphanie Cardot. On revient donc au monde de l'entreprise. Oui, alors si j'écoutais Sophie, je devrais en tant qu'entrepreneur vous parler de mes enfants d'abord. Je vais faire un choix un petit peu différent. Lorsque j'ai eu la chance, il y a 3 ans maintenant, d'être choisie pour faire partie des vigilantes qui ont animé les États généraux de la femme, j'ai entamé le sujet au mois de janvier avec une grande problématique, la conciliation des temps, vie privée, vie professionnelle, comment je fais pour être chef d'entreprise, mère de famille, épouse, etc. 6 mois après, je sautais au plafond en me disant « Youpi, je n'ai que des problèmes de conciliation, je ne suis pas excisée, je ne suis pas violée, je ne suis pas battue, je n'ai pas de problème d'études, je ne suis pas enfermée, etc. etc. » Je n'avais pas nécessairement vu de mon entreprise qui sert des entreprises avec des dizaines de milliers de salariés en France et qui leur fait du bien au quotidien par la conciergerie, la crèche, les espaces formes. Je n'avais pas nécessairement la vision de toutes ces femmes qui sont exclues du système d'aide à la conciliation et qui ont des problèmes beaucoup plus graves. Et notamment toutes les femmes qui ont des modes de travail différents, des femmes qui sont en CDD, en intermittence, en profession libérale, etc. Et donc, on m'a demandé d'être très concrète, donc je vais être très concrète. Je ne vais pas ici faire les demandes que tout entrepreneur en France, homme ou femme, ferait, libérer les charges sociales,
etc., pour qu'on puisse augmenter les salaires. Non. Je pense qu'il est grand temps de gommer la différence entre les avantages qui peuvent être donnés aux femmes et aux hommes d'ailleurs qui travaillent dans des entreprises normalisées, des grandes entreprises ou des PME, qu'il faut s'adresser à d'autres publics. J'ai notamment monté le comité de soutien à la crèche Babylou à Chanteloup-les-Vignes. Comment est-il possible qu'en 2012, alors qu'on sait que la précarité se conjugue au féminin, il n'y ait qu'une seule structure de garde d'enfants en France ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? On nous parle du droit opposable à la garde d'enfants, et tout ce qu'on propose, c'est du 9h-18h en centre urbain pour les femmes qui sont cadres ou non cadres, mais qui travaillent dans des entreprises. Stéphanie, éloignez-vous un tout petit peu du micro. Merci. Comment se fait-il que le crédit d'impôt famille, pour toute la partie sponsorisée et subventionnée par les entreprises, s'applique dans les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, mais ne touche pas les professions libérales, ne touche pas les indépendantes ? Donc, il ne s'agit pas de refaire des lois, il s'agit simplement de penser les lois pour toutes, et en particulier pour celles qui sont exclues des systèmes normatifs. Merci. Merci Stéphanie Cardot. Je demande à Chantal Joanneau de venir nous rejoindre, si vous le voulez bien. Chantal est sénateur, et sénatrice, bien évidemment. C'est important le féminin. Bien que la grammaire encore nous oblige effectivement à ce que le masculin soit toujours dominant. Chantal, vous allez nous parler justement de vos commentaires. Vous allez nous apporter un peu votre parole sur ce que vous venez d'entendre, ce que vous avez retenu, ce qui vous a paru le déterminant et le plus important. Merci, c'est bien difficile l'exercice que vous me demandez. Dans ce que j'ai entendu, il y a la question de la CFDT sur la parité. C'est vrai qu'on a fait progresser, on a pris des lois de discrimination positive pour faire progresser la parité, la loi de Marie-Jo Zimmermann, notamment dans les conseils d'administration, pour faire progresser la parité au sein de la fonction publique, pour faire progresser avec la loi Sauvadet, extrêmement important, la loi aussi retraite, pour que dans toutes les entreprises, il y ait des accords pour faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes, avec une sanction d'ailleurs qui est unique en Europe, parce que 1% de la masse salariale, ça ne se voit nulle part ailleurs. Mais pour autant, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en tant que ministre des Sports et maintenant d'ailleurs dans d'autres institutions, c'est qu'il faut élargir cette obligation de parité par des mesures de discrimination positive à d'autres champs, aux fédérations de sport. Rama a très bien connu ça aussi quand elle était ministre des Sports. Les fédérations de sport sont uniquement présidées par des hommes. 115 fédérations, 7 présidées par des femmes. Aux syndicats, l'obligation de parité dans les syndicats a été proposée par la délégation aux droits des femmes au Sénat, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut, et à l'Assemblée, et c'est quelque chose qu'il faut aussi faire progresser. Sur la question des conciliations de temps de vie, je partage 100% votre point de vue. On est constamment interrogé quand on est politique en vous disant « Oh là là, comment vous faites ?» Mais honnêtement, on n'a pas à se plaindre. Comment on fait ? Mais nous, on a tous les avantages à notre portée. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le problème qui a été souligné tout à l'heure, c'est le problème des familles monoparentales. Et dans tous les sujets que j'ai eu à creuser sur les problématiques des Lolita, sur les problématiques des comportements à risque, le vrai problème vient effectivement des personnes qui n'ont pas le temps d'être présentes avec leurs enfants. Pourquoi ? Parce que les structures aujourd'hui sont effectivement sur la norme. Or, le problème aujourd'hui, ce sont les familles monoparentales, tout particulièrement en région Île-de-France. C'est une réalité à côté de laquelle on ne peut pas passer. Sur la question de l'homoparentalité, vous connaissez ma position. Je ne représente pas, vous le savez, sur ce plan-là, la position du candidat qui a aujourd'hui dit que la société n'y était pas prête. Maintenant, voilà, c'est la richesse d'un mouvement que d'avoir des positions extrêmement diverses. Mais ça n'était pas celle que j'ai eu à apporter. Et puis, il y a un sujet que vous avez abordé, qui est celui de la violence faite aux femmes. Ça a été vraiment un des sujets centraux pour Nicolas Sarkozy, et je le connais depuis 2002, et je peux vous dire que depuis 2002, c'est un sujet, pour une raison que j'ignore, qui lui tient particulièrement à cœur, avec un principe qui est celui de l'inversion de la charge de la preuve. À savoir que ce n'est pas à la femme de prouver, entre guillemets, qu'elle a été battue, mais c'est à l'homme de prouver, exactement, c'est à l'homme de prouver qu'il est innocent.
Et ce n'est pas à la femme de quitter le domicile, c'est à l'homme de quitter le domicile. On a pris des dispositions législatives, il faudra les évaluer parce qu'on a conscience aussi que tout n'est pas parfait dans ce domaine. Mais ça, très honnêtement, je pense que s'il y a un sujet sur lequel aujourd'hui il faut continuer à se battre, c'est la question des violences faites aux femmes, que ce soit les violences au sein des couples. Et d'ailleurs, le délit de harcèlement au sein du couple est unique en Europe et c'est quelque chose qu'il faut que l'on fasse progresser, mais que ce soit aussi, évidemment, tous les problèmes de mutilation sur les enfants tout particulièrement. Et puis un dernier point, pendant que je suis là, je vais en profiter, j'ai fait un rapport sur l'hypersexualisation des enfants. Il a été remis hier. Vous êtes ici en train de parler d'égalité entre les hommes et les femmes. Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Moi, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, ce combat, il est en train de régresser. Il est en train de régresser par la base, par les stéréotypes que nous sommes tous en train de véhiculer auprès de nos enfants, dans les jouets, dans les tenues vestimentaires, dans les dessins animés, dans la presse pour fillettes. Il suffit de regarder tous ces items pour constater que dès le plus jeune âge, on est en train de régresser. On est en train de faire une génération où les femmes seront définies par leur apparence et leur passivité, et les petits garçons vont être définis par leur esprit de domination. Je vous le dis très franchement, le combat pour la parité n'est pas un combat linéaire et un progrès linéaire. Et si aujourd'hui, il y a bien, ce n'est pas un appel à la résistance, c'est un appel au combat aujourd'hui qu'il faut prendre sur ce terrain-là. Merci beaucoup, Chantal Joanneau. Sénatrice UMP. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Fadila, ainsi que Olivia, j'aimerais que vous nous présentiez maintenant tous ceux qui sont les parrains. Alors avant de passer aux grands témoins de la première table ronde, j'aimerais déjà appeler les parrains et la marraine de l'association Audrey Dana à monter sur scène, qui vient d'arriver, Stéphane Fraisse, Macha Merrill. Macha, aussi, tu viens aussi sur scène, si on a le droit. Françoise Laborde, j'aimerais beaucoup que tu viennes également. J'aimerais donner la parole à Audrey Dana, pour commencer. Alors, en fait, je suis marraine maintenant de l'association Parole de Femmes. Donc, je suis très honorée d'être marraine de cette association. Je suis extrêmement touchée par tous les discours que j'entends. Je suis dans un corps de métier très, très différent, celui du cinéma. Il y a aussi des problèmes d'égalité là, mais on ne va pas s'en plaindre. Un seul instant. Je suis heureuse de voir que des combats sont menés. Je pense que on n'est pas au bout de nos peines. Quelqu'un disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure sur les enfants et sur le fait que notre travail aussi de parents aujourd'hui participe à l'évolution d'un monde égalitaire. Moi, à mon échelle, c'est ce que je peux faire. Apporter mon nom à cette association et soutenir tout le monde dans ce combat. C'est pas facile de prendre la parole après tous ces discours merveilleux qui ont été faits. Donc voilà, je souhaite à tous beaucoup de courage et de force pour que ce combat continue. Merci beaucoup, Audrey Dana. Un mot de la part de Stéphane Fraisse. Bonsoir. Je ne vais rien dire d'intéressant, car tout a déjà été largement avancé et c'est extrêmement pénible de passer après des gens qui ont éclairé de leur intelligence, de leur connaissance. Je dirais que d'abord c'est bon d'être simplement là auprès de vous, que je suis à distance rapprochée, Olivia, depuis longtemps et que ce combat est très beau et respectable et c'est autant un bonheur qu'une nécessité d'être là. Quand en sixième, c'est-à-dire au 19e siècle, quand je suis rentré en sixième, je me souviens que je suis rentré dans un lycée qui s'appelait le lycée Octave Gréard et qui était un lycée de filles. Non, ça devenait un lycée. C'était au lycée collège. Ah bon? Ah vache. Et, vous en parlerez plus tard. On va peut-être en parler plus tard. Mais c'est intéressant aussi. Hein, et je me souviens que quand je suis arrivé, c'était la première année de mixité. Il y avait donc 5 garçons et 496 filles. Il y avait, parmi les 5 garçons, 4 d'entre nous étaient terrorisés, sauf moi. Et j'ai donc compris que mon appel à la résistance commençait ce jour-là.
Non, j'étais obligé de dire quelque chose de différent. Non, c'est important. Je voulais relever une chose que tu m'as fait passer, Olivia, sur la précarité des mères isolées. Je me suis très modestement, mais très intensément engagé dans certains combats qui touchaient à l'enfance, aux enfants maltraités, aux enfants qui souffrent, et aux mères, évidemment, de ces enfants, puisque les deux sont liés. J'ai été le parrain de la communauté juive de France cette année pour la Tzedaka, qui m'a fait faire des tours assez émouvants et très forts parmi des établissements où, par exemple, un lycée où un petit garçon attendait devant la porte de l'entrée du lycée à l'heure du déjeuner, et avec beaucoup de pudeur, le directeur de cet établissement m'a montré ce garçon en disant sa mère le laisse là parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la cantine. Et j'avais suivi la classe le matin où ce petit garçon était là, très vif, très attentif, très généreux dans sa participation. Et puis quand j'ai vu ça, mon regard toute la journée a été simplement je veux dire, tellement troublé que... Voilà, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis là, c'est-à-dire tout ce qui peut servir à faire en sorte que des images comme celle-ci, c'est-à-dire des faits comme cela, disparaissent. Voilà, c'est très important, donc merci de m'avoir invité. Stéphane Fraisse, Macha. Moi, je voudrais mettre une petite note de gaieté. J'aime beaucoup le libellé Parole de femme, parce que je crois que les mots sont très importants. Je participe, comme vous savez, à l'émission la plus macho qui existe, qui s'appelle Les Grosses Têtes, où je défends les femmes autant que je peux. Justement là, au cœur où les hommes... Au micro, Si, mais il faut aller vite. Et donc je crois que quelque part, on fait des progrès aussi avec les mots et avec l'humour. Donc je pense que vive les femmes, vive la résistance, avec le sourire. Merci Macha. Françoise Laborde, membre du CSA. Oui, merci. Je voulais juste vous dire que moi, aujourd'hui, je me revendique féministe. J'aurais pas dit ça il y a quelques années. Et je me rends compte que les mots ont un sens et qu'il faut le dire. Et j'espère que toutes les femmes sont féministes et que tous les hommes vont le devenir. Parce que c'est évidemment un état d'esprit que les femmes ne peuvent avoir seules et que c'est une lutte qu'il faut mener à deux. Travaillant au CSA, je me rends compte à quel point l'image des femmes à la radio et à la télévision a pris une tournure désastreuse. Et je trouve que ce que dit Chantal Joanneau est absolument indispensable. Il y a tout ce qu'on sait, la faible représentation des femmes en France, 50%, plus de 50% des électeurs, des électrices, et dans la représentation nationale, à peine 10 ou 20%. Il y a le plafond de verre, il y a les inégalités salariales, on est dans les derniers rangs. Mais il y a quelque chose qui est gravissime, c'est l'image des femmes qui se dégrade de plus en plus. Il n'y a pas une émission de télévision où on voit une image de femme stéréotypée, blonde, grande, avec une forte poitrine, comme disent les humoristes, et qui est l'archétype de la femme qu'on doit tous, à laquelle nous devons toutes ressembler, qui est censée faire fantasmer les hommes. Il n'y a pas une émission de radio pour les jeunes où on ne parle pas des jeunes femmes ou des jeunes filles comme si elles étaient de la viande, où on les incite à avoir des pratiques sexuelles, non pas les plus avilissantes, mais dont elles n'ont pas forcément envie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une femme libérée en France aujourd'hui? C'est une femme qui se soumet au désir masculin. Pardon, je m'étouffe. Bon. En partie, si, c'est ce qu'on dit à la radio et à la télévision. Donc moi, je voudrais dire que ce combat, c'est quelque chose pour lequel il faut absolument lutter. Et je suis d'accord avec Chantal Joanneau quand elle dit que l'image des femmes a tendance véritablement à régresser de façon grave. Et je pense que vous aurez remarqué comme moi que dans les journaux télévisés, et je pense que c'est pas Catherine qui me démentira, quand on fait parler les femmes, c'est souvent en tant que consommatrice, mère de famille, et qu'il y a très peu de femmes qui s'expriment en tant qu'expertes et en tant que sachantes, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que mon ami Patrick Pelou m'en voudra pas, parce que c'est un garçon qui est médecin, mais il y a aussi des femmes médecins formidables, si j'en dis bonjour. Je pense que mon ami Tristan Banon me soutiendra là-dessus, et je voudrais dire que c'est formidable et que le combat continue. Voilà. Merci Françoise Laborde.
Je voudrais aussi mettre en lumière notre parrain Rasto qui est là. Rosto est là. Et Rosto est là, il est rappeur, comme chacun sait. Rosto, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Est un garçon qui, depuis longtemps, apporte sa solidarité et sa contribution, effectivement, dans le combat des femmes. Rosto, un petit mot. Alors j'aime bien parce qu'elle dit Rosto, mais c'est Rost en fait. Mais bon, je pense que c'est affectueux. Donc, assurément. Ça ira. Assurément. Rost. Donc bonjour à tous. Je voulais remercier Olivia. Ah bah tu vois, voilà. Ah, vous voyez, voilà. Lapsus est-il révélateur? Et voilà, ça y est, la guerre des sexes a commencé. Et ben voilà, c'est parti. Non mais Olivia que je connais depuis très 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 longtemps, qui s'est toujours battue, voilà, depuis, nous ça fait 15 ans aussi qu'on est dans le combat, et qu'on se croise depuis toujours sur le terrain, et on était sur le combat sur la question des quartiers populaires, pour laquelle on continue à se battre, et moi je me retrouve exactement dans ces mêmes combats, et lorsqu'elle a monté cette structure et qu'elle m'en a parlé, elle voulait choisir un des parrains, c'était un immense plaisir pour moi d'accepter, et d'avoir fait quelques interventions avec elle. Et on est exactement dans les mêmes combats, autant pour les femmes que pour la question de la diversité en tant que telle, puisque diversité, finalement, c'est un mot aujourd'hui que tout le monde utilise, mais quand on fait le calcul, on se dit, mais qu'est-ce qui n'est pas divers finalement? Moi, je me suis rendu compte finalement que, alors, la femme est diverse, le noir est divers, le maghrébin est divers, les personnes âgées sont diverses, les jeunes sont diverses, et ben il reste les hommes de la cinquantaine avec les cheveux gris en costard. Voilà. En fait, il n'y a qu'eux qui ne sont pas diverses. Et ben voilà, comme... Bon, finalement, le résumé, c'est ça. Et notre société d'aujourd'hui, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il faut que ça change, et c'est grâce à des initiatives comme ça que les choses vont bouger petit à petit, et c'est grâce à des gens comme Olivia et toute son équipe, Parole de Femme, que les choses vont changer. Moi, je suis un peu macho, donc je ne suis pas forcément féministe à 100%, et je dirais pas quand même que... Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je savais que ça allait se passer comme ça, alors je laisse le micro. Merci et bon courage pour le combat. Merci Rost. Merci, Rost.